tu devrais la vendre. Ça nous aiderait à sortir un peu la tête de l'eau. J'ai posé ma tasse de café sur la table lentement. De cette manière qu'on a quand on a besoin d'une seconde pour décider si ce qu'on vient d'entendre est bien réel. Ma fille Céline regardait son téléphone. Ce pick-up, ai-je dit, appartenait à ton grand-père. Il a haussé les épaules. C'est vrai. Mais il n'est plus là et elle reste juste là à traîner dans l'allée. Je l'ai regardée à travers cette table de cuisine que j'avais construite de mes propres mains il y a 30 ans. La même table où ma femme Hélène avait servi le repas de Noël chaque année jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus la force. La même table où ma fille avait fait ses devoirs, pleuré pour des garçons, et m'avait annoncé qu'elle allait épouser cet homme assis ici en train de me dire de liquider l'héritage de mon père pour boucher le trou de leur prêt immobilier. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Mais ma décision était déjà prise. J'ai repris la route ce soir-là en faisant le long détour par la départementale, passant devant la vieille quincaillerie qui était la mienne autrefois, devant la brasserie où ma femme et moi prenions un café tous les samedis matins pendant 22 ans. Le moteur ronronnait régulièrement sous mes pieds. Une Peugeot 504 pick-up de 1985, vert sapin, avec une bosse au-dessus de la roue arrière gauche faite contre un poteau de clôture dans lequel mon père avait reculé en 1994. Il avait pesté contre ça pendant une semaine puis ne l'avait jamais réparé. Il disait que ça donnait du caractère au véhicule. J'avais conduit cette camionnette à l'hôpital la nuit où ma fille est née. Je l'avais conduite au dernier rendez-vous de ma femme, celui où le médecin a utilisé le mot soins palliatifs pour la première fois. Je l'avais conduite aux funérailles et je l'avais ramenée seule à la maison, restant assis dans l'allée pendant 45 minutes avant de trouver la force d'entrer. Mon beau-fils voulait que je la vende. Quand je suis rentré chez moi, je me suis assis à la table de la cuisine avec un verre d'eau et un bloc-notes jaune. Une vieille habitude de mes jours à la quincaillerie. Chaque fois qu'un fournisseur essayait de m'évincer ou qu'un entrepreneur tentait de me sous-coter, je notais tout, les chiffres, les dates, les noms, pas comme des menaces. Comme une clarification. J'ai commencé à écrire l'apport pour leur première maison, 40 000 €, un prêt dont le remboursement n'avait jamais été évoqué. La voiture de ma fille parce que la sienne avait trop de kilomètres. La clôture qu'ils voulaient autour du jardin pour que leur chien puisse courir librement. Une nouvelle chaudière en janvier dernier. Parce que la mienne pouvait attendre, avait-il dit. La mienne pouvait attendre. J'ai rempli une page, puis une autre. Au moment où j'ai posé le stylo, j'avais documenté un peu moins de 90 000 € sur 6 ans. 90 000 € que j'avais donnés provenant de la vente de la quincaillerie, de mes économies de retraite, d'une vie de levère précoce et de nuit tardive. Et d'une femme qui avait gardé chaque reçu dans une boîte à chaussures sous le lit parce qu'elle croyait qu'il fallait savoir exactement où on en était. J'ai regardé le bloc-notes pendant un long moment. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé mon frère cadet. Il a répondu à la deuxième sonnerie, comme il le faisait toujours, comme s'il était assis là à attendre. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « J'ai besoin de parler à un conseiller financier », ai-je dit. Quelqu'un de compétent, pas quelqu'un qui va me serrer la main et me facturer 500 € pour me dire ce que je sais déjà. Il est resté silencieux un instant. Je connais une femme. Elle m'a aidé après le décès de Carole. Elle est franche. Organise le rendez-vous, ai-je dit. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. La conseillère s'appelait Isabelle. Elle travaillait dans un petit bureau en centre-ville, au 2e étage, au-dessus d'un pressing. Le genre de bureau qui vous dit tout de suite que la personne à l'intérieur s'intéresse plus au travail qu'à l'apparence. Des livres empilés sur le sol. Une plante qui faisait de son mieux. Une poignée de main qui signifiait qu'on était là pour les affaires. Je me suis assis et j'ai posé mon bloc-notes sur son bureau. Elle a regardé les chiffres sans réagir. Cela m'a impressionné. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé. 6 ans. Accord écrit. Famille, ai-je dit, ce qui était une réponse en soi. Elle a hoché la tête lentement. Et que voulez-vous faire à l'avenir? Je lui ai tout dit. Je lui ai parlé de la camionnette. Je lui ai parlé de la chaudière qui pouvait attendre. Je lui ai raconté la façon dont mon beau-fils regardait mes biens comme s'il faisait un inventaire. Je lui ai dit que ma fille, que j'aimais plus que tout au monde, avait cessé à un moment donné de me demander comment j'allais et avait commencé à me demander ce que je pouvais faire pour eux. Isabelle a écouté sans m'interrompre, ce qui est plus rare que les gens ne le pensent.
Quand j'ai eu fini, elle a croisé les mains sur le bureau. Vous n'êtes pas ici pour demander une permission, a-t-elle dit. Vous savez déjà ce qui doit arriver. J'ai besoin d'un plan, ai-je dit, quelque chose de solide. Nous avons parlé pendant 2 heures. Au moment où je suis redescendu dans la rue, j'avais un dossier sous le bras et une liste de 3 rendez-vous à prendre. Un nouveau gestionnaire pour mes comptes de retraite, un notaire sur la rue des Ormes qui m'avait été recommandé 2 fois, et une conversation que je n'avais pas hâte d'avoir, mais que je n'allais plus éviter. Je suis rentré en passant devant la brasserie et je m'y suis arrêté pour un café, juste parce que je le pouvais, juste parce que c'était mon choix. La serveuse, une femme de mon âge avec des lunettes de lecture relevées dans ses cheveux, a rempli ma tasse sans demander. « On ne vous a pas vu depuis un moment, a-t-elle dit. J'ai été occupé, ai-je dit. Bien. Occupé ou l'autre genre. J'y ai réfléchi. En transition, ai-je dit. Elle a ri. C'est un mot poli pour le dire. Le notaire s'appelait Maître Roche. Il était dans la soixantaine, réfléchi, le genre d'homme qui marquait une pause avant chaque phrase parce qu'il croyait que les mots comptaient. Son bureau sentait le bois et le vieux papier, ce que j'ai trouvé rassurant. Je lui ai exposé la situation sans fioriture. Il a posé des questions comme le fait un bon médecin, pas pour juger, mais pour comprendre l'image complète. Votre testament actuel, a-t-il dit, laisse tout à votre fille. Écrit l'année de la mort de ma femme, ai-je dit. Je n'étais pas en état de prendre des décisions permanentes, mais il fallait que ce soit fait. Il a hoché la tête. Et maintenant je veux qu'il reflète ce que je crois vraiment, ai-je dit. Pas ce que j'étais trop fatigué pour réfléchir. Nous avons parlé du pick-up. Je lui ai parlé de mon neveu Thomas, le fils de mon frère aîné, qui vivait en Savoie, travaillait de ses mains, m'appelait pour mon anniversaire chaque année sans faute. Et avait une fois conduit 6 heures sous une tempête de neige parce que j'avais mentionné au passage que je ne me sentais pas bien. Il ne m'avait pas prévenu de sa venue. Il s'était juste présenté à la porte avec de la soupe et un jeu de cartes. C'est lui qui hérite de la camionnette, ai-je dit. Maître Roche n'a pas scié. Et la maison. Cela a pris plus de temps pour répondre. Ma femme avait choisi la maison. Elle avait visité 17 propriétés avant d'entrer dans celle-ci et de se tourner vers moi avec cette expression qui signifiait que la discussion était terminée. Nous avions élevé notre fille ici, peint chaque pièce au moins 2 fois, remplacé les planches de la terrasse arrière 3 étés de suite parce que j'utilisais toujours le mauvais bois pour le climat. Ma femme trouvait cela de plus en plus drôle à chaque fois. La maison va dans une fondation, ai-je dit finalement. Gérée par mon frère, ma fille peut y vivre si elle en a besoin sous certaines conditions. Quand je partirai, s'il y a de la valeur, la moitié ira à un fonds de bourse d'études via le lycée technique ici en ville. Ma femme y a enseigné pendant 4 ans. Ils ont un programme d'atelier dont elle parlait souvent. Maître Roche a tout noté sans commentaire. C'était la bonne façon de faire. Votre beau-fils, a-t-il dit prudemment, n'a aucun droit sur tout cela selon la loi actuelle, mais je veux m'assurer que la rédaction soit inattaquable. Rendez-la inattaquable, ai-je dit. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la banque. J'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet de mes comptes, spécifiquement pour retirer un contact secondaire qui avait été ajouté il y a 3 ans, à une époque où je pensais que la commodité était la même chose que la confiance. Le jeune homme derrière le bureau a traité le changement sans cérémonie. Sa plaque de nom indiquait Lucas, et il avait la politesse concentrée de quelqu'un qui comprenait que l'argent n'était jamais vraiment une question d'argent. Autre chose, monsieur Jean-Pierre, a-t-il demandé. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Je suis rentré chez moi les fenêtres baissées. C'était un mardi d'octobre, l'air était froid mais pas encore glacial. Le genre de jour qui vous fait plaisir de vivre dans un endroit avec des saisons. Ma fille a appelé ce soir-là. Elle a demandé si je venais dîner dimanche. J'ai dit que je lui ferais savoir. Elle a marqué une pause, ce qui signifiait qu'elle avait remarqué quelque chose dans ma voix. Tout va bien papa. Tout va bien, ai-je dit. J'ai juste fait un peu de rangement. Ranger quoi? Mes affaires, ai-je dit, c'était nécessaire. Une autre pause. Tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Juste réveillé. Elle n'a pas su quoi faire de ça. Nous nous sommes dit bonne nuit et je me suis assis dans la cuisine après cela avec les lumières tamisées et une tasse de déca que ma femme appelait toujours le café à quoi bon.
Je l'ai bu quand même. Elle avait eu raison sur beaucoup de choses, mais pas sur ça. Le téléphone a sonné à nouveau vers 21h. Mon beau-fils. J'ai laissé passer sur le répondeur. Son message était prudent, semblait répéter. Je voulais juste prendre des nouvelles, Jean-Pierre. Je voulais m'excuser si l'histoire de la camionnette a été mal comprise. Tu sais, je respecte le fait qu'elle ait une valeur sentimentale. Je réfléchissais juste à voix haute. Bref, rappelle-nous. Je l'ai écouté 2 fois, pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais remarquer ce qui n'y figurait pas. Aucune question sur comment j'allais. Aucune reconnaissance que ce qu'il avait dit était mal, seulement que cela avait été mal exprimé, ce qui était une chose totalement différente. Des excuses pour la forme, pas pour le fond. Je l'ai effacé. Je suis allé au lit et j'ai lu pendant 1 heure. L'exemplaire d'un roman que ma femme n'avait jamais fini, un marque-page toujours à la page 211, là où elle s'était arrêtée. Je ne lisais jamais au-delà de son marque-page. Je lisais juste jusqu'à cet endroit parfois, quelques pages, puis je le reposais. C'était une façon d'être près d'elle sans prétendre qu'elle était encore là. Dimanche est arrivé et je suis allé chez eux pour le dîner. J'ai décidé d'y aller, non pas parce que j'avais été convaincu, mais parce que je voulais voir la situation clairement, en temps réel, avec un regard neuf. Quand vous prévoyez un changement, vous devez comprendre exactement ce que vous changez. Mon beau-fils a fait griller des steaks. Il était doué pour ça. Je lui accordais cela. Il avait une façon de simuler l'aisance que je percevais autrefois comme de la chaleur. Maintenant, je la percevais comme un exercice. Ma fille a fait une salade et a versé du vin et a parlé de son travail. Un projet qu'elle gérait. Certains collègues qui étaient difficiles. Elle était douée dans son travail, elle avait toujours été douée pour les choses qui lui tenaient à cœur. Je la regardais se déplacer dans la cuisine et je me souvenais d'elle à 7 ans debout sur un petit tabouret pour aider sa mère à faire la pâte à tarte. Ses petites mains appuyant avec une concentration absolue. C'était encore là quelque part. Après le dîner, mon beau-fils a évoqué une rénovation de la cuisine. Ils en parlaient, a-t-il dit. Juste un rafraîchissement, de nouveaux plans de travail, peut-être un îlot central. Les devis étaient plus élevés que prévu. Il m'a regardé de la façon dont il le faisait toujours quand l'argent était proche. Pas directement. De côté. C'est un bon investissement, a-t-il dit. Cela ajoute une réelle valeur à la propriété. Je n'en doute pas, ai-je dit. Ma fille n'a rien dit, ce qui était une réponse en soi. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas allumé la radio. J'aimais le silence maintenant. J'avais passé beaucoup de temps à remplir les silences parce que le silence après le départ de ma femme ressemblait à quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, cela ressemblait à de l'honnêteté. 3 jours plus tard, j'ai appelé ma fille, pas mon beau-fils. Elle a répondu pendant sa pause déjeuner. Je pouvais entendre les bruits de son bureau en arrière-plan. Peux-tu parler, ai-je demandé. Donne-moi 1 seconde. Une porte s'est fermée. Le bruit de fond a disparu. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de te dire certaines choses, ai-je dit. Je préfère le faire ainsi qu'en personne parce qu'en personne je regarderai ton visage et je commencerai à adoucir les choses. Elle était silencieuse. D'accord. J'ai mis à jour mon testament, ai-je dit. Et mes comptes financiers. Ton nom est toujours dans le testament, mais la structure a changé. Tu recevras quelque chose. Mais la maison est dans une fondation maintenant, et les conditions sont différentes d'avant. Silence. Papa, laisse-moi finir. J'ai aussi arrêté le virement automatique que j'avais mis en place pour aider avec votre prêt immobilier. Et j'ai demandé à la banque de retirer Marc de mes contacts secondaires. Pourquoi ferais-tu cela? Parce qu'il m'a demandé de vendre la camionnette de mon père, ai-je dit. Et c'était la dernière chose sur une longue liste. Sa voix a changé. Plus tendue. Tu nous punis. Je me protège, ai-je dit, ce sont des choses différentes. À cause d'un seul commentaire sur un pick-up. Non, ai-je dit, à cause de 90 000 € et d'un commentaire sur un pick-up. Nouveau silence. Plus long cette fois. Je ne savais pas que c'était autant, a-t-elle dit. Plus doucement maintenant. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Parce que tu n'as jamais demandé. Je l'entendais respirer.
J'ai attendu. Je ne sais pas quoi dire. Elle a dit, tu n'as rien à dire aujourd'hui. Je voulais juste que tu l'apprennes de moi, pas par une lettre ou un relevé de compte modifié. Es-tu en colère? J'y ai réfléchi honnêtement. Non, ai-je dit, je suis déçu, mais pas de la façon dont je l'étais autrefois. Avant, j'étais déçu que tu n'apprécies pas les choses. Maintenant, je comprends mieux la situation. J'ai rendu les choses trop faciles. J'ai continué à dire oui avant que tu n'aies fini de demander. Cela t'a appris quelque chose que je ne voulais pas t'enseigner. Elle n'a pas répondu pendant un long moment. Puis je peux passer te voir. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Attends quelques jours. Laisse les choses se tasser. Après avoir raccroché, je me suis assis sur la terrasse arrière dans ma vieille chaise en toile. Le jardin était calme. Un écureuil traversait l'érable au fond du terrain, sans se presser. Ma femme avait installé une mangeoire pour oiseaux là-bas que je continuais à remplir, même si je ne m'étais jamais soucié des oiseaux avant elle. Maintenant, je m'en souciais pour elle. Mon neveu a appelé ce vendredi-là. Il appelait presque tous les vendredis. « Comment ça va ?» a-t-il demandé. Je lui ai raconté les grandes lignes. Pas tout, mais assez. Il est resté silencieux un instant, puis a dit. Bien. Juste ça. Bien. Je mets la camionnette à ton nom, ai-je dit. À terme, c'est dans le testament. Le silence qui a suivi était différent de celui de ma fille. Celui-ci avait du poids. Le genre qui vient quand quelqu'un comprend ce qu'on lui a donné avant même d'avoir dit merci. Oncle Jean-Pierre, a-t-il dit finalement. Je sais, ai-je dit. J'en prendrai soin. Je le sais aussi, ai-je dit. Les semaines suivantes ont été calmes. Mon beau-fils n'a pas appelé. Ma fille a appelé 2 fois. Des conversations brèves, prudentes. Nous mesurions tous les deux nos mots comme si nous testions la solidité de la glace. Je ne lui ai pas facilité la tâche. Pas par cruauté, mais parce que j'avais passé des années à faciliter les choses alors que la version difficile nous aurait mieux servi tous les deux. Un mardi matin, je me suis rendu au lycée technique de l'Est de la ville. Ma femme y avait enseigné la formation continue, le travail du bois et les réparations domestiques de base, des cours pratiques conçus pour des gens qui avaient besoin de compétences, pas de diplôme. Elle adorait ces cours. Elle rentrait à la maison en décrivant ses élèves, une infirmière retraitée qui voulait construire ses propres bacs de jardin, un jeune père apprenant à réparer ce qui était cassé dans sa maison, une femme de 60 ans qui n'avait jamais possédé un outil de sa vie et qui, à la 4e semaine, taillait des assemblages à queue d'aronde. J'ai demandé à parler à quelqu'un du bureau du développement. Une femme nommée Sandra m'a reçu dans une petite salle de réunion. Je lui ai parlé de ma femme, du programme d'atelier, de ce que j'avais en tête. Je n'avais pas encore de chiffres exacts. Cela viendrait plus tard avec Maître Roche et Isabelle, mais je voulais lancer la conversation. Sandra a écouté attentivement. Quand j'ai fini, elle a dit, « Votre femme a enseigné ici 4 ans. » J'ai dit, « Elle disait toujours que les étudiants lui en apprenaient plus. » Sandra a regardé une photo encadrée sur le mur derrière moi. Je me suis retourné, une photo de classe du programme d'atelier. Environ une douzaine de personnes debout autour d'un établi tenant des projets, souriantes. Ma femme n'y était pas. Mauvaise année, mais l'esprit était le sien. Nous serions fiers de donner son nom à quelque chose, a dit Sandra. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres baissées à nouveau. Ma fille est passée un samedi après-midi seule. Mon beau-fils n'était pas avec elle, ce qui m'a indiqué qu'elle avait choisi cela délibérément. Elle se tenait à la porte avec un sac en papier de la boulangerie du coin. 2 cafés et quelque chose enveloppé dans du papier sulfurisé. Je n'étais pas sûr que tu veuilles me voir, a-t-elle dit. Tu es ma fille, ai-je dit, en m'écartant. Entre. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table qui avait été là pour tout. Elle a déballé les pâtisseries. Nous avons mangé sans parler pendant un moment, comme les gens le font quand ils décident par où commencer. J'ai parlé à Marc, a-t-elle dit finalement. J'ai attendu. Il est en colère, a-t-elle dit. Il pense que tu es irrationnel. Je sais qu'il le pense, ai-je dit. Je ne pense pas que tu sois irrationnel, a-t-elle dit doucement. Je pense que je savais que cela allait arriver et j'ai continué à ne pas vouloir regarder la réalité en face. C'était plus que ce que j'attendais d'elle.
Et je le lui ai dit. Elle a serré sa tasse de café entre ses mains. Elle ressemblait à sa mère quand elle faisait cela. La même façon de tenir la chaleur comme si elle pouvait s'échapper. Je ne savais pas pour tout ça, a-t-elle dit en parlant du total. Je savais pour l'apport de la maison, la voiture et la chaudière. Mais je n'ai pas fait le calcul. Moi, si, ai-je dit, c'est la différence entre nous. Elle a dit que ce n'était pas une excuse, juste un fait. Ta mère aurait fait le calcul, ai-je dit, elle t'aurait dit de le faire. Elle était meilleure que moi pour ça. Les yeux de ma fille se sont remplis de larmes. Elle a détourné le regard vers la fenêtre. Dehors, l'érable était presque nu, quelques feuilles tenaces s'accrochaient encore. Te souviens-tu de ce qu'elle t'a dit avant de mourir, ai-je demandé. Ma fille m'a regardé. Elle m'a dit beaucoup de choses. Elle t'a dit de prendre soin de moi, ai-je dit. Pas financièrement. Elle voulait dire de prendre de mes nouvelles. De venir. Elle savait que je ne demanderais rien. Une larme a coulé sur le visage de ma fille. Elle ne l'a pas essuyé. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, tu ne l'as pas fait. Nous sommes restés dans cette honnêteté pendant un moment sans essayer de la réparer. J'avais appris que c'était parfois la chose la plus respectueuse qu'on puisse faire, ne pas se précipiter au-delà de la vérité. La laisser reposer là et être vue. Puis-je revenir le week-end prochain, a-t-elle demandé. Juste moi. Oui, ai-je dit. N'apporte rien. Elle a presque souri. Rien. Tu n'as pas besoin d'apporter quelque chose à chaque fois, ai-je dit, c'est quelque chose que ta mère disait aussi. Elle a dit, tu arrivais toujours avec quelque chose dans les mains parce que tu avais peur que ta simple présence ne suffise pas. Ma fille m'a regardé pendant un long moment. Ça ne suffit pas, a-t-elle dit. Je sais. Commence par là, ai-je dit. Le reste prendra du temps. Après son départ, je suis allé au garage. J'ai passé ma main sur le flanc du pick-up. Le métal froid et lisse sous mes doigts, la bosse au-dessus de la roue exactement là où mon père avait reculé contre ce poteau de clôture. Je suis resté là un moment dans le noir et le silence. Mon père m'avait donné cette camionnette l'été de mes 42 ans. Il l'avait conduite jusqu'à ma maison, m'avait remis les clés sur le perron et avait dit, tu sauras quoi en faire. Il n'avait pas expliqué ce qu'il voulait dire. Il n'avait jamais été un homme qui expliquait les choses. Il avait confiance que le sens arriverait quand on serait prêt pour lui. Je pensais comprendre maintenant. Certaines choses ne se vendent pas parce qu'elles valent plus comme objet que comme argent. Mais parce que l'argent peut être remplacé, et certains objets sont la dernière conversation que vous aurez jamais avec quelqu'un qui vous a aimé sans condition. J'ai verrouillé le garage et je suis entré. Les semaines suivantes ont trouvé leur rythme. Ma fille venait les samedis. Nous faisions le déjeuner, parlions de son travail, de ma femme, parfois de rien du tout. Mon beau-fils était toujours distant, toujours en train de digérer, ce que je comprenais. C'était un homme qui avait cru que l'arrangement continuerait indéfiniment. Le sol qui se dérobait était déstabilisant. Je n'avais pas besoin de son approbation pour que ce soit nécessaire. Thomas est descendu de sa voie un jeudi, sans prévenir, comme il le faisait, il s'est présenté à la porte avec un sac d'outils et a demandé si quelque chose avait besoin d'être réparé dans la maison. Nous avons passé l'après-midi à remplacer les planches de la terrasse arrière pour ce que j'espérais être la dernière fois. Il avait apporté le bon bois. Il apportait toujours la bonne chose. Ta petite va mieux, a-t-il demandé, sans lever les yeux de son travail. On y travaille, ai-je dit. Il a hoché la tête. C'est tout ce qu'on peut demander. Nous avons travaillé jusqu'à ce que la lumière baisse. Puis nous sommes entrés et j'ai fait des sandwichs et nous avons mangé debout au comptoir de la cuisine de la manière dont les hommes le font quand la table semble trop formelle pour ce qu'ils ressentent. Elle ressemble à tante Hélène, a dit Thomas, en parlant de ma femme. Il avait sorti une photo de la porte du réfrigérateur. Une photo de ma fille à peut-être 15 ans debout dans l'allée, plissant les yeux contre le soleil. Je sais, ai-je dit. Cela rend probablement les choses plus difficiles. Cela rend les choses essentielles, ai-je dit. Il a remis la photo doucement. Nous n'avons rien dit d'autre à ce sujet. Nous n'en avions pas besoin. Quelques jours après le départ de Thomas, une lettre est arrivée. Pas de ma fille, de mon beau-fils. Manuscrite sur du papier de cahier ordinaire, ce qui m'a surpris.
Marc était plutôt du genre note dactylographiée. La lettre était courte. 5 phrases. Jean-Pierre, je sais que j'ai mal géré les choses. J'ai réfléchi à la camionnette. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je n'ai pas de bonne raison si ce n'est que j'ai cessé de te voir comme une personne et que j'ai commencé à te voir comme une ressource. Je suis désolé pour cela. Je l'ai lu 2 fois. 5 phrases. Plus d'honnêteté que je n'en avais entendu de sa part en 6 ans. J'ai mis la lettre dans le tiroir de mon bureau à côté de la photographie de ma femme à notre mariage. Celle où elle rit de quelque chose hors champ. Quelque chose que j'avais dit et dont je ne me souviens plus. Je l'ai gardée là parce que j'aime la compagnie. Certaines choses se gardent parce qu'elles sont la preuve de qui on était. Certaines choses se gardent parce qu'elles sont la preuve de qui quelqu'un d'autre a décidé de devenir. Le fonds de bourse d'études a été finalisé début décembre. Maître Roche a géré la paperasse. Isabelle a géré l'argent. Sandra au lycée a géré le reste. Le nom de ma femme serait sur une section d'atelier dans le bâtiment de la formation continue. Une petite plaque. En bois, pas en métal, parce qu'elle aurait voulu du bois. Je n'en ai pas parlé à ma fille avant que ce soit fait. Quand je l'ai fait, elle a gardé le silence au téléphone pendant un long moment. Elle aurait adoré ça, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit, c'est pour ça. Noël cette année-là a été modeste. Ma fille est venue sans mon beau-fils qui avait des projets avec sa propre famille, a-t-elle dit, ce qui était assez honnête. Thomas et sa femme sont descendus avec leurs 2 enfants, et nous avons trop mangé et veillé trop tard, et le plus jeune de mon neveu s'est endormi sur le canapé sous la vieille courte pointe de ma femme. Et je me suis assis dans le fauteuil à l'autre bout de la pièce et j'ai juste regardé le calme de la scène. Tout n'était pas réparé. Certaines choses ne le seraient pas totalement. Mon beau-fils et moi trouverions une distance de travail. Éventuellement, ma fille et moi étions encore en train de construire quelque chose de nouveau à partir des décombres de ce que nous avions laissé devenir automatique. Ces choses prennent du temps, et c'est normal. Tout ce qui est réparé trop vite tient mal. Mais la Peugeot était dans le garage. La maison était en ordre. Le nom de ma femme était sur un atelier où quelqu'un, en ce moment même, apprenait probablement à tenir un outil pour la première fois et découvrait qu'il était capable de fabriquer quelque chose qui durerait. J'avais 67 ans et j'avais cessé d'attendre que quelqu'un me dise que ma présence avait de la valeur. J'avais cessé de me rendre utile comme substitut au fait d'être aimé. J'avais cessé de garder la porte ouverte si large que n'importe qui pouvait entrer et sortir en emportant quelque chose qui m'appartenait. J'avais appris plus tard que je n'aurais dû que la chose la plus généreuse que vous puissiez faire pour les gens qui vous considèrent comme acquis et d'arrêter de le permettre. Pas par cruauté, par respect. Respect pour vous-même. Et s'ils en sont capables, respect pour eux parce que rien ne pousse dans une terre à qui on n'a jamais demandé de supporter son propre poids. Ma femme savait cela. Elle a essayé de me l'enseigner à sa manière discrète pendant des années. J'ai été un élève lent, mais j'y suis arrivé. Le matin après Noël, j'ai sorti le pick-up avant le lever du soleil. J'ai roulé sur la départementale, passé la quincaillerie, passé la brasserie, dépassé les limites de la ville là où la route devient droite et plate et où le ciel devient immense au-dessus des champs. Le chauffage faisait un peu de bruit. La bosse au-dessus de la roue a capté un reflet de la lumière naissante. J'ai roulé jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Puis j'ai fait demi-tour et j'ai pris le chemin de la maison. La maison m'attendait. Cette histoire nous rappelle avec force que le respect de soi est la base de toute relation saine, même au sein de la famille. Parfois, par amour, nous laissons nos proches franchir des limites invisibles jusqu'à ce que notre propre identité et nos souvenirs les plus chers soient perçus comme de simples ressources financières. Ce récit souligne l'importance de l'héritage immatériel, celui des valeurs et du travail acharné, face à la consommation immédiate. Jean-Pierre ne punit pas sa fille, il lui offre la chance de redevenir une fille plutôt qu'une héritière pressée. C'est une leçon sur la transmission, le deuil et la nécessité de rester maître de sa propre vie, quel que soit son âge. On y voit aussi que le pardon peut arriver par de petits gestes, comme une lettre sincère de 5 phrases, montrant que le changement est possible pour ceux qui acceptent de regarder la vérité en face. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jean-Pierre si un membre de votre famille traitait vos souvenirs les plus précieux comme un simple compte en banque ?